Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est en direct pour commenter l'actualité avec vous et avec aujourd'hui Yves Damécourt. Bonjour, vous êtes porte-parole du mouvement de la ruralité. Bertrand Soublet, ancien général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France, le mouvement de Rafik Smati. Bonjour. Bonjour. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et vous venez tout juste de publier un nouveau livre, cher Arnaud, que je n'ai pas encore lu. Allez-y, donnez-nous le 4 novembre. Le 4 novembre. Bah, on peut l'annoncer. Ah, sans problème. Alors allez-y, dites-nous, parce que je l'ai pas sur ma feuille. Pardon, je croyais que vous alliez. Oui. Je vous laisse ce privilège. Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, et c'est publié aux éditions du Cerf. Voilà. Ben, peut-être qu'on va en parler. On va en parler d'une manière ou d'une autre, je pense. Sophie de Menton est avec nous également, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de sujets dans l'actualité. Je pense qu'à travers vos coups de cœur et vos coups de gueule, ça faisait partie des sujets qu'on voulait traiter. On va parler d'Anne Hidalgo avec moi je l'ai intitulé Anne Hidalgo est-elle hors sol, avec son interview hier au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Nantes, Savigny-le-Temple, la police est à nouveau prise pour cible. Une fois de plus, l'État est-il impuissant? Et puis faut-il interdire la chasse, les week-ends et les vacances scolaires? On va en parler, je pense que ça vous intéresse évidemment. Au premier titre, Yves Damécourt. Commençons avec, je sais pas, qui veut démarrer en premier, peut-être Sophie? C'est un sujet qui est un petit peu en marge de l'actualité. Un peu en marge de l'actualité, mais c'est quelque chose de très fondamental. Et j'étais en train de réfléchir en vous attendant interviewer Éric Revel, que ça avait un rapport avec l'autorité. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus hier dans le Midi Libre, parce que je trouve que c'est dramatique ce qui arrive à l'orthographe, à la grammaire et à la langue française. Actuellement, le télétravail a mis en relief le fait que on écrivait de plus en plus, donc on s'envoie des mails, on envoie des SMS, enfin finalement on écrit de plus en plus. Mais on écrit sur un clavier avec des pseudo-correcteurs d'orthographe. Il n'y a pas pire, c'est-à-dire que quand on ne fait pas de faute, ils en rajoutent, et quand on les fait, ils ne les corrigent pas. Donc ça, c'est un problème. Donc nous ne savons plus écrire, et comme on ne sait plus écrire, on ne sait plus s'exprimer non plus, parce que ce qui se conçoit bien s'exprime aisément, certes, mais ce qui ne s'exprime pas aisément se conçoit mal, donc on réfléchit mal. Et je suis affolée de voir que, en plus, les enfants maintenant sont complètement sur écran. Je sais, j'ai l'air ringarde, peut-être que c'est formidable de ne plus avoir de livres en classe et d'être sur écran. Moyennant quoi, il y a des enfants qui n'arrivent même plus à écrire parce qu'ils n'ont plus les muscles, ils n'arrivent pas à tenir les stylos. Donc on a un problème grammatical, on a une réduction du vocabulaire incroyable, on a des fautes inimaginable. J'avais des amis qui étaient au château de Thoiry. Les pancartes, donc le château de Thoiry, on y va en famille. Parc animalier, ouais. Parc animalier de Thoiry, qui est un des lieux les plus visités, bourré de fautes d'orthographe. On arrive avec des pancartes pleines de fautes d'orthographe. C'est inimaginable. Comment est-ce que le directeur de ce parc animalier n'a pas été averti? Comment est-ce qu'il n'a pas réagi? C'est une faute grave de faire des fautes d'orthographe dans un parc national. Et donc, je suis vraiment outrée. Et je suis outrée parce que ça implique beaucoup de choses. Parce qu'on a souvent dit que c'était la science des imbéciles, l'orthographe. Oui, absolument, absolument. Eh bien non, c'est la colonne vertébrale. Et il y a une très belle phrase de Camus qui dit « J'ai une patrie, la langue française ». Et je crois qu'à force de vouloir dire que ça n'a pas d'importance, quand on disait que c'était la science des imbéciles, c'était le moment des dictées. Vous savez, on a eu, en tout cas, j'ai eu une enfance, on était bourré de dictées, de règles de grammaire, on n'en pouvait plus, c'était peut-être presque trop. Enfin, je ne crois pas, mais... et donc, il y avait des bons élèves, c'est vrai qu'ils faisaient plein de fautes, il y a les dyslexiques. Alors attention, il ne faut pas... Non, mais on ne parle pas de ça, mais je pense que Arnaud Benedetti, vous aussi, prof de fac, vous êtes confronté à cette perte de l'orthographe, à cette baisse du niveau de l'orthographe. Oui, chaque fois que je corrige des copies, ça m'arrive de temps à autre. Finalement, c'est l'abandon des savoirs fondamentaux qui a commencé dans l'éducation nationale il y a maintenant plusieurs décennies, et qui fait que
les jeunes arrivent très souvent à l'université sans maîtriser non seulement l'orthographe, mais également la syntaxe. Il est vrai qu'on a basculé dans une culture qui est de plus en plus une culture oralisante, c'est-à-dire que ce qui est important avec la langue, c'est que la langue, elle structure notre pensée. C'est pour ça que ce n'est pas l'orthographe, ce n'est pas la science des imbéciles. C'est justement un moyen à la fois de nous permettre de nous approprier un certain nombre de conventions qui vont encore une fois permettre à notre pensée de s'exprimer. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, c'est ce qui nous permet d'une certaine manière de pouvoir non seulement échanger, mais échanger en respectant un certain nombre de formes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'orthographe est considérée comme un élément tout à fait secondaire. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, il y a trois aspects qui sont importants. Le premier, en effet, la baisse du niveau d'orthographe, ça a été depuis très longtemps mis en exergue par nombre d'enseignants, et notamment d'universitaires. Le deuxième point, c'est évidemment la perte de la capacité à exprimer avec une syntaxe qui est correcte sa pensée. Et le troisième point, voilà, qui, à mon avis, est peut-être encore plus catastrophique, mais qui frappe, lui, les élites, c'est l'affaiblissement du niveau de culture générale, et notamment du niveau de culture historique. Et on le voit d'ailleurs très souvent chez nombre de politiques qui se permettent parfois de revisiter l'histoire sans finalement montrer qu'ils en maîtrisent les fondamentaux. Donc c'est toute une culture littéraire qui a disparu au profit d'une culture technique. C'est un phénomène qu'on a vu se dessiner encore une fois il y a de très nombreuses années, mais dont la chute du niveau en orthographe est l'une des illustrations parmi tant d'autres. Oui, un commentaire, Bertrand Soublet? Non, pas particulièrement, parce que je suis complètement sur le même portage. Je pense que oui, et l'orthographe, la syntaxe, la grammaire dans notre langue sont absolument essentielles pour d'abord organiser la pensée et puis ensuite pour échanger avec les autres. Et si on se prive de cette colonne vertébrale, comme disait Sophie de Menton, je pense que ça va partir en déliquescence et nous devons au contraire lutter contre ça. Je pense que personne ne peut être tout à fait opposé. Yves Damécourt, pareil, j'imagine, le constat est le même. Moi, je pense que toutes les cultures sont en train de s'effondrer, y compris la culture technique et la culture scientifique. Et aujourd'hui, c'est un problème majeur dans tous les débats qu'on a. Là, s'ouvre la nouvelle COP à Glasgow. La culture scientifique de nos élus et de nos responsables politiques est quasiment inexistante. Et donc, ils sont en train de débattre de sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Au sujet de l'orthographe, il y a quand même quelque chose qui rassure. Un jour, je suis tombé sur un manuscrit d'Antoine de Saint-Exupéry et je me suis aperçu que c'était vraiment quelqu'un qui avait de gros problèmes d'orthographe, et pourtant Le Petit Prince est le livre qui a été le plus édité dans le monde. Donc, mais je pense que c'est au-delà, c'est ce que disait un petit peu Sophie de Menton ou même Arnaud Benedetti, c'est-à-dire que c'est au-delà de l'orthographe aujourd'hui, c'est plus de la faute d'orthographe, c'est vraiment il y a une perte totale des repères grammaticaux et c'est là où c'est compliqué. Juste de façon plus anecdotique, et on y reviendra certainement quand on va parler de ce qui s'est passé ce week-end avec les inscriptions menaçant les policiers, c'est qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe sur ces inscriptions. Quelqu'un a noté ça, ce qui est plutôt étonnant. Il y en avait quelques-unes. Il y en avait quelques-unes. Ah bon, oui, parce que quelqu'un a dit ça peut pas être quelqu'un des cités parce qu'ils connaissent pas le mot utérus, parce que parmi les choses formidables il y avait il faut défoncer l'utérus des femmes policiers, et une personne de gauche bien pensante a dit mais c'est pas possible que ce soit quelqu'un de cité qui a écrit ça parce qu'ils connaissent pas le mot utérus. Donc voilà, en tout cas il n'y avait pas beaucoup de fautes d'orthographe effectivement, mais c'est refermons la parenthèse. On se retrouve dans un tout petit instant, c'est l'heure du journal et on continue à débattre de l'actualité. On va parler de la chasse, on va parler évidemment de la police et puis d'Anne Hidalgo également. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio en direct jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Bertrand Soublet, ancien général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France et le mouvement de Rafik Smati, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en politique, en communication politique, en politique aussi, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et vous publiez dans quelques jours, le 4 novembre prochain, Comment sont morts les politiques, c'est aux éditions du Cerf.
Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alors on va revenir sur plusieurs sujets qui sont à la une de l'actualité. Faut-il interdire la chasse le week-end, les week-ends et les vacances scolaires? Ce qui s'est passé à Nantes, à Savigny-le-Temple, où des policiers ont été pris pour cible. Toujours cette interrogation. Que peut-on faire? Comment réagir? Il n'y a pas eu d'interpellation à Nantes, il y a eu très peu d'interpellations. À Savigny-le-Temple, une enquête est en cours, mais ce matin, je lisais un article où on nous expliquait qu'en fait, ce sont des situations qui perdurent. Et là, à 5 mois des élections, on se demande, on se rend compte de ce qui est en train de se passer. Et puis, Anne Hidalgo, évidemment, on va en reparler. Continuons ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Yves Damécourt, c'est un coup de cœur? Oui, un coup de cœur, parce que j'étais au Maroc la semaine dernière, invité par un camarade de promotion de l'école des mines d'Alès. On fêtait les 30 ans de notre promotion. Et donc, c'est Mohamed Talal, qui est vice-président du patronat marocain, qui a créé en 30 ans une entreprise qui aujourd'hui a 1600 salariés. Et on a visité le Maroc, on a rencontré un certain nombre de socio-professionnels. Et ce pays est dans un développement et un changement extraordinaire, sans faire de bruit, avec une croissance de 6% par an depuis quelques années, avec un plan d'aménagement du territoire incroyable, la construction d'autoroutes, de lignes de train, de TGV, avec un développement économique qui est basé sur l'industrie. Alors aujourd'hui, c'est de l'industrie pour les autres, mais qui représente 30% du produit intérieur brut. L'agriculture aussi, qui a fait un bond au deuxième trimestre 2021 de 17%, avec une très belle récolte. Une agriculture qui est passée en 10 ans de la traction animale à la traction mécanique. Et tout ça avec une espèce de vision à moyen et long terme qui est emmenée par le roi du Maroc, avec des investissements dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la culture. Et puis c'est un anti-wokisme, le Maroc, puisqu'en fait le Maroc reconnaît toute son histoire, y compris la période coloniale et le protectorat. Le maréchal Lyotet est honoré comme les autres personnes qui ont participé à la création et à l'avènement du Maroc. Et donc, c'est vraiment, pour moi, un partenaire essentiel de la France avec lequel il faut qu'on entretienne des relations que l'on doit développer et qui doit nous aider aussi à comprendre un certain nombre de nos concitoyens et aider nos concitoyens d'origine marocaine à s'insérer plus facilement dans la nation française. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre au Maroc. Beaucoup de choses ont été faites pour les femmes aussi, et à signaler que les salafistes ont perdu les dernières élections. Donc, absolument. Alors, le statut des femmes est en train de changer. Et Madame le maire de Marrakech, par exemple, est une femme. Ouais. Madame le maire de Casablanca aussi. Et elles font des choses extraordinaires. Je voudrais quand même un petit bémol, Sophie. Parce qu'il y a d'abord au Maroc, il y a les villes et les campagnes. Et je viens, dès qu'on sort de Marrakech à 10 km, c'est plus du tout la même chose. Je veux dire, ça peut être moyenâgeux. Ensuite de ça, quand le roi va à Marrakech, on repeint les arbres en blanc sur son passage. Enfin, on fait ça pareil en France, dans les hôpitaux, on repeint les murs et on repeint les commissariats quand le président se déplace. Je suis d'accord, c'est pas mieux. Mais il y a aussi, je veux dire qu'il y a quand même une telle différence entre les villes et les campagnes que le taux d'illettrisme est fou. À côté de la Tunisie, par contre, la Tunisie a très bien réussi ça. On a, je crois, 80% des gens qui savent lire et écrire. C'est encore 35% au Maroc. Donc, mais les choses sont en train de bouger. Il y a eu l'émergence d'une classe moyenne. Il y a eu l'émergence d'une classe moyenne qui n'existait pas. Donc c'est long, je suis d'accord avec vous, mais c'est important de souligner qu'il y a des il faut souligner les efforts. Absolument. Vous parliez de wokisme. Alors je pique ce coup de gueule à Rafik Smati. C'est lui qui a attiré notre attention via un tweet ce week-end. C'est le magazine Futura Planète qui, à sa une, propose un dossier sur les hommes préhistoriques. Une nouvelle espèce humaine vient d'être définie. Et donc on voit une femme préhistorique, un homme préhistorique accroupi, une femme debout, et ses seins ont été floutés. Et c'est vrai que Rafik Smati dit le floutage de la poitrine d'une femme préhistorique imaginaire ayant vécu il y a 700 000 ans me laisse perplexe. Et en fait, en regardant dessous, il précise, il est possible que le magazine Futura Science ait fait ce choix par contrainte de peur que cet article soit censuré par les algorithmes de Facebook. Si tel était le cas, cela devrait d'autant plus nous interpeller et nous indigner et nous inquiéter. Effectivement, je pense qu'ils se sont dit que si ces seins apparaissaient, même si c'était des seins de femmes d'il y a 700 000 ans, ils risquaient de ne pas voir la une de leur magazine, ce qui
qui est complètement voilà où on en est aussi aujourd'hui. Il ne devait pas y avoir les transgenres, il ne devait pas y en avoir énormément. Non, mais c'est voilà. Bertrand Soublet, alors on va continuer avec vous. C'est un sujet qu'on voulait traiter également, mais ça nous permet de l'évoquer. Un coup de cœur, pardon, mais qui aurait pu être un coup de gueule. Je crois que ça fait débat. Oui. Ouais, mais ça peut être effectivement aussi un coup de gueule, mais moi je préfère l'envisager d'une manière positive sous l'angle du coup de cœur. Ce sont les 15 présidents de département qui se sont adressés au Premier ministre pour protester contre la décision qui a été prise d'attribuer le RSA aux salariés qui ont été suspendus pour non-vaccination. Mettant en exergue dans un premier temps la méthode avec laquelle ça a été fait, parce que bien entendu il n'y a eu aucune concertation avec les présidents de département, sachant que le RSA est de la responsabilité des départements, et c'est une habitude jacobine de décider et de laisser aux autres le soin de mettre en œuvre et de financer. Même si 50% des budgets des conseils départementaux est financé par l'État. Donc cette question de méthode, et puis ensuite les conséquences, parce que le RSA devient en quelque sorte une sorte d'allocation chômage qui ne se dit pas, et donc ça me paraît un dévoiement qu'il faut signaler. Et puis ensuite, c'est une inégalité entre les titulaires du RSA, parce que ceux qui touchent le RSA normalement ne bénéficient pas de l'immédiateté de l'attribution du RSA, ce dont vont bénéficier ceux qui ne respectent pas les exigences collectives, c'est-à-dire l'obligation du pass sanitaire et de la vaccination. Donc ces 15 départements, ces présidents de département ont mis en exergue encore la question de la méthode et du fonctionnement de ce gouvernement. Ils l'ont fait de manière courageuse, c'est très bien, même si, je dois le dire, et une fois n'est pas coutume, ce sont 15 présidents de gauche, mais pour autant, ils ont bien fait. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie ? Relevez d'abord dans ce que vous dites, vous avez parfaitement raison, l'habitude du gouvernement de proposer quelque chose, de l'imposer et de s'en remettre aux autres pour l'exécuter. J'en ai la preuve avec la prime de 100 € pour le carburant, où les entreprises sont chargées de se débrouiller. Il faut changer de logiciel de compta, ce qui coûte plus cher que la prime elle-même. Il faut chercher qui y a droit dans nos salariés. Il faut d'ailleurs voir ceux qui n'ont pas de salaire variable, parce que quand il y a un salaire variable, on ne sait pas comment on fait. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvés, nous, chefs d'entreprise, je pense aux PME en particulier, les malheureux comptables, avec, voilà, il y a une prime, et c'est à nous de nous débrouiller. Donc ça, c'est aussi... mais là, sur le RSA, est-ce qu'on doit donner le RSA à des gens qui ne se sont pas fait vacciner, qui ont donc été suspendus sans salaire? Donc vous êtes d'accord avec ces... je suis entièrement d'accord. Je trouve ça... Moi, je vois pas comment des présidents socialistes de région sont sur cette ligne-là qui est antisociale, d'une certaine manière. Totalement. Arnaud Benedetti. Moi, je partage ce que vous venez de dire, Valérie. C'est-à-dire que, en effet, je comprends la réaction des institutions départementales par rapport à un État central qui, depuis finalement 4 ans, c'est-à-dire depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, est très peu dans le dialogue avec les collectivités et veut imposer de manière verticale un certain nombre de décisions. Ça, je peux le comprendre. Mais se servir de gens qui, finalement, après tout, ont fait un choix qui est le leur, on peut le contester, mais qui est de refuser la vaccination et qui ont perdu leur emploi et donc qui se retrouvent quand même dans une difficulté en termes d'existence qui est non négligeable, je trouve que venant de la part de présidents de conseils départementaux socialistes, c'est quand même une position qui me paraît assez orthogonale avec le vieux fond de la social-démocratie. Ensuite, je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière aujourd'hui de ramener les gens qui ont le plus de réserve vis-à-vis des vaccins en utilisant ce type de méthode qui va tout simplement les conforter dans le fait qu'aujourd'hui, on est de toute façon engagé dans une obligation, une contrainte permanente pour se faire vacciner. Donc moi, je suis quand même très réservé quant à cette disposition de ces présidents de conseils départementaux. Oui. Yves Damecourt. Alors attendez Sophie, vous aurez la parole. Yves Damecourt, je vais avoir votre sentiment.
Moi, je parle d'expérience parce que j'ai été conseiller général pendant 11 ans et Lionel Jospin avait déjà fait la même chose quand il avait créé l'aide aux personnes âgées. Il l'avait créée, mais comme l'État n'avait pas le moyen de la financer, il l'avait confiée aux départements. Et les départements criaient à hu et à dire en disant « mais vous nous confiez une aide qui est certes intéressante, mais on n'a pas de quoi la payer ». Et donc, en fait, tout ça, ce qui est incroyable, c'est qu'en ce moment, on est en discussion au Parlement sur le projet de loi 4D, donc déconcentration, décomplexification, tout ça pour parler plus, soi-disant, avec les collectivités locales. Et puis là, on sort du chapeau une mesure. La réaction des présidents de département, elle n'est pas sur le fond de la mesure, elle est sur le fait qu'on va leur demander de payer tout ça. Et donc, comme leur budget est contraint, qu'en plus de ça, ils n'ont pas le droit d'augmenter de plus de 1,2% leurs frais de fonctionnement chaque année, puisque ça, c'est une règle nationale, et que les dépenses de RSA rentrent dans les frais de fonctionnement, ça veut dire que derrière, ça va briser l'investissement local. Et donc, l'investissement dans les routes, dans les trains, enfin, tout ce dont on a besoin dans nos départements. Donc, tout ça n'est pas très cohérent, c'est un peu toujours le même en même temps du gouvernement. Après ça, sur le fond de l'histoire, ce qui est curieux maintenant, c'est de voir que les présidents de département qui aujourd'hui sont contre le paiement du RSA aux gens qui ne sont pas vaccinés, sont aussi des présidents de département qui, localement, ne sont pas forcément pro-vaccination, ne sont pas forcément pro-pass sanitaire. Et donc, il y a un petit peu là un exercice de contorsion qui est utilisé à des fins politiciennes, quoi. Oui, ce matin, je crois, pour être précis, je crois en fait qu'ils ne sont pas contre. Ils ne sont pas contre de payer le RSA. C'est simplement la manière dont ça s'est passé qu'ils contestent. Pas tellement le fond de la mesure, que je crois qu'ils le paieront et ça ne pose pas de difficulté, mais c'est la manière dont les choses sont faites et l'inégalité que cela génère pour l'ensemble de la population qui touche le RSA. C'est juste ça. Oui, en fait, en même temps, ils disent aussi que ce n'est pas à eux de payer, c'est pas au département de payer cela. Donc sur le principe, ils sont quand même contre. Je vous invite à réécouter ce matin l'interview de la présidente de département de l'Ariège, Christine Ticky, qui était ce matin chez Benjamin Glaise, où elle expliquait, c'est sur le site de Sud Radio, pourquoi elle refusait elle était contre effectivement ce versement. Sophie, vous vouliez rajouter un mot ? Oui, je voulais dire un mot. Je voulais dire que là-dedans, on a tout faux. D'abord, je pense que si la gauche refuse une certaine forme d'assistanat, tant mieux pour elle, parce que c'est pas du tout antisocial. C'est juste qu'il y a une aberration. On est deuxièmement encore dans la culture du l'amende ou la récompense en permanence. Ensuite, effectivement, on fait payer tout le monde en ce moment, mais tout le monde sauf l'État, parce que l'État, et encore là, c'est l'État, les collectivités locales de toute façon. Quand même, oui. Oui, C'est quand même de l'argent public, il faut le rappeler. Hein. Absolument. Oui, bon. Donc on a tout faux sur le principe et la France sans sud-dessous, pardonnez-moi, j'en profite Valérie pour vous dire que je sors en librairie aussi et c'est exactement ce que j'ai décrit. Je sors en librairie le 18 novembre, La France en dessous, où on aura l'occasion d'en reparler. Oui, bien sûr. Mais je pense à ça parce que c'est exactement ça. Ces aberrations administratives, ces ordres qui n'ont pas de sens, ces délégations de pouvoir. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va continuer à débattre et on n'a pas fini tout à fait notre tour de table. Je crois qu'il y a un coup de gueule à propos d'Anne Hidalgo. À tout de suite. Les débats avec aujourd'hui Sophie de Montonze, Yves Damécourt, Bertrand Soublet et Arnaud Benedetti. Donc Arnaud, on ne vous a pas entendu. C'est un coup de gueule qui concerne Anne Hidalgo. Je comprends que ça va introduire le débat par la suite. Écoutez, j'ai suivi peut-être d'un œil distrait ou d'une oreille distraite la prestation d'Anne Hidalgo hier chez vos confrères de LCI et j'ai vu une candidate à la présidentielle qui finalement n'acceptait pas les questions des journalistes, qu'elle traitait de débiles. J'ai vu une candidate qui s'est dit refuser de débattre avec Éric Zemmour et le traité de guignol.
je me suis dit que Anne Hidalgo, finalement, lançait sa campagne d'une manière très étrange. De toute façon, quand on est dans une campagne présidentielle, il y a une obligation de débattre. Il y a une obligation d'accepter l'argumentation et les questions des journalistes. Il y a une obligation, finalement, de respecter, quels qu'ils soient, les concurrents et ceux qui vont vous interroger. Et finalement, elle est dans une posture qui me semble assez symptomatique, parfois, d'une façon de penser d'une certaine gauche. C'est-à-dire que tout ce qui vous dérange est écarté. Tout ce qui vous dérange est mis de côté. Tout ce qui vous dérange est soit disqualifié, soit diabolisé. Je ne suis pas sûr qu'en se lançant de la sorte dans la campagne présidentielle, elle réussisse à crédibiliser sa candidature qui déjà manque, me semble-t-il, d'une grande crédibilité. Donc, je suis assez sidéré, c'est-à-dire que finalement, le Parti socialiste, en 40 ans, est passé de François Mitterrand à Anne Hidalgo, ce qui en dit long sur l'indigence aujourd'hui de l'offre politique social-démocrate, qui n'a pas réussi à se reconstituer et qui, me semble-t-il, est très mal parti à la veille de cette élection présidentielle. Voilà. On peut la réécouter parce que il y a vous qui êtes spécialiste en communication politique sur la forme de son discours, ça interroge aussi. On a l'impression qu'elle a fait du média training et qu'on lui a dit faut que tu arrêtes d'être gentille, faut que tu montres que tu peux être un peu pugnace. Écoutez déjà quand elle s'énerve contre les journalistes. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce qu'on passe de 35 à 32 heures? Vos questions sont assez débiles, parce que... non, mais pardon, vos questions sont quand même assez débiles, parce que vous croyez que c'est comme ça que ça se pose. Mais ça s'est fait comme ça pour les 35 heures. Mais non, ça s'est pas fait comme ça. Écoutez, ça s'est fait par des grandes négociations. Non, vous pouvez pas dire ça, Lionel Jospin l'avait proposé dans son programme. Écoutez, on a aussi la mémoire collective et une mémoire politique et collective. Les 35 heures a été proposé. Est-ce que Anne Hidalgo... Voilà, une question qui n'était pas spécialement débile, qui avait une raison d'être et d'être posée. Et puis on va écouter quand elle s'énerve contre Éric Zemmour, puis on va revenir sur ces deux extraits. J'en appelle à ce que cette élection présidentielle soit une vraie élection présidentielle, avec un vrai débat, et pas un débat sur, pardon, mais j'allais dire un gros mot, mais sur cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol qui est en train de porter notre pays vraiment dans une situation qui ne correspond en rien à ses valeurs, et on est là à s'arrêter tous de vivre, à s'arrêter de respirer. Mais moi, je veux que le débat de cette élection présidentielle porte véritablement sur la vie des Françaises et des Français. Voilà, bon, deux extraits avec un comportement qui tranche avec les vidéos un petit peu niaises qu'elle poste. Là, elle en a fait une sur la COP21 où elle est très maîtresse d'école, extrêmement lénifiante. Et puis peut-être pour continuer, Arnaud, puis après je fais tourner la parole. Qu'il y ait eu certainement des exercices attendez, Sophie. Oui, qu'il y ait eu des exercices de média training pour un peu durcir son discours, je veux bien le croire. Mais ça traduit, si vous voulez, cette très mauvaise tendance de la politique qui consiste à indexer la politique sur la communication et à considérer que la politique, c'est d'abord de la communication avant d'être une capacité à argumenter, faire des propositions et surtout être capable de débattre avec les uns et les autres. Donc, je pense que c'est un très mauvais service qu'on lui a rendu, en tout cas si on a voulu, disons, transformer un peu son image et transformer sa façon d'être et de rentrer dans le débat, que celui d'être inutilement agressive après avoir été en effet, je considère, en regardant les vidéos dont vous parliez, Valérie, inutilement indigente. Je pense que aujourd'hui, Anne Hidalgo a une difficulté fondamentale, c'est la difficulté de toute façon de la gauche, c'est que la gauche n'est plus capable aujourd'hui de parler aux classes populaires et aux classes moyennes. Et en effet, elle est d'une certaine manière hors sol. Alors, Sophie. Oui, je disais que d'abord, si Zemmour l'avait traité de guignol, on aurait entendu je ne sais pas quoi, parce que c'est déjà ridicule. Ensuite de ça, je la préférais niaise, parce qu'au moins, elle avait quelque chose pour elle. Elle était plutôt douce, Anne Hidalgo, et elle est très très mauvaise en plus dans la violence, parce qu'elle n'a rien à dire de concret là-dessus. Ce que je trouve dramatique, et elle le dit elle-même, c'est qu'on n'a pas d'élection présidentielle avec quelqu'un comme Anne Hidalgo pour représenter la gauche.
je veux dire, j'ai envie de venir au secours de la gauche. Et c'est pas forcément mon camp. Mais on a besoin d'une opposition intelligente, on a besoin d'une opposition de gauche. C'est un drame absolu. Et d'ailleurs, nous recevons au mouvement éthique que je préside demain Bernard Cazeneuve. Les chefs d'entreprise ont voulu l'entendre sur le thème de est-ce que la gauche va se réconcilier un peu avec l'économie, etc. Mais je suis effondrée pour lui qu'il ait été la soutenir. Elle discrédite les gens qui la soutiennent. Il n'y a pas vraiment le choix. Hein. On a le choix. On a le choix en politique de ne pas faire n'importe quoi. Ils ont une très mauvaise candidate qui n'a pas de fond, qui n'a pas d'idée. Oui, la question sur les 35 heures, elle était tout à fait légitime. Sur les 32 heures, Bertrand Soubelet. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence? Parce que tout ce qu'on retient en fait de cette heure et demie d'entretien ou de cette heure d'entretien avec 3 journalistes qui sont pas les plus débiles comme elle dit, c'est ces deux extraits. C'est lamentable. Elle imprime pas. Bertrand Soubelet. Moi, j'ai trouvé ça affligeant. À vrai dire, j'avais commencé à suivre cet entretien et quand j'ai vu la tournure que ça prenait, j'ai été à mon poste parce que franchement, je me fais une autre idée de la politique. Anne Hidalgo, une fois encore, confirme ce qu'on sait d'elle déjà, c'est qu'elle est dogmatique et que elle méprise l'esprit républicain, tout simplement. Parce que lorsqu'on aspire aux plus hautes fonctions de notre pays, on doit toujours privilégier le dialogue, le débat d'idées et non pas le refus et l'exclusion. Or, c'est exactement ce qu'elle a fait, quoi. Ouais. Et je pense que la France mérite des responsables politiques un peu moins agressifs et probablement un peu moins clivants que ça. Et je suis d'accord avec Sophie de Menton lorsqu'elle dit que c'est navrant parce que nous avons besoin dans notre pays d'une opposition construite et pertinente parce que une démocratie, ça fonctionne avec une opposition. Et hélas, depuis 4 ou 5 ans, je n'en vois plus, hormis parfois les coups de gueule de Mélenchon ici ou là. En dehors de ça, on n'a rien vu. Il n'y a pas d'opposition construite. Moi, je trouve que c'est un vrai danger pour la démocratie et je pense que Anne Hidalgo ne va pas aider la démocratie à grandir. Non, entre 4 et 6%, c'est le chiffre qui est donné dans les sondages en ce qui concerne sa candidature. On revient dans un instant et je vous donne la parole, Yves Damécourt. À tout de suite. Les débats jusqu'à midi en direct avec vous sur Sud Radio. On parlait d'Anne Hidalgo, de cette interview hier, entretien chez nos confrères de LCI où elle a clairement traité les journalistes d'imbéciles et surtout Éric Zemmour de Guignol. Yves Damécourt, votre réaction à cette intervention dont on ne retient hélas que ça. Oui, mais c'est vraiment dommage parce que sur le sujet des 35 heures, il y avait un vrai sujet avec la mairie de Paris puisque c'est aujourd'hui une des seules collectivités locales en France qui n'est pas passée aux 35 heures où les agents travaillent moins de 35 heures. Et donc, ça fait partie du bilan de Anne Hidalgo. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle est très, très énervée sur le fond de cette question. Et parce que il y a quelques années, la Cour des comptes a mis le haut là en disant, écoutez, il y a des gros problèmes. Il serait urgent que les collectivités locales, les administrations passent aux 35 heures. Et donc, la plupart l'ont fait, sauf la mairie de Paris. Donc là, il y a un vrai sujet. L'autre sujet, je ne comprends pas bien, moi, c'est comment est-ce que Anne Hidalgo est arrivée à être choisie. Ouais. On n'en a pas parlé du tout. En fait, il y avait plusieurs candidats. Il n'y a pas eu du tout de couverture presse de cette primaire socialiste. On s'est aperçu le soir du résultat que finalement, il y avait aussi Stéphane Le Foll qui était candidat, qui avait des choses à dire, qui, à mon avis, était un candidat plus intéressant qu'Anne Hidalgo parce qu'il a, lui, un bilan intéressant et de vraies convictions de social-démocrate. Et donc, je n'ai pas compris du tout comment est-ce que Anne Hidalgo était arrivée là. Et ça a été un peu... Oui. Alors, Sophie ? Oui, je dis que d'abord, très intéressant, c'est qu'à la base, si je puis dire, Anne Hidalgo était assez d'accord pour que la mairie passe aux 35 heures, mais elle n'a pas pu et elle n'a pas osé parce qu'il y aurait eu des grèves. Donc, elle veut gouverner alors qu'elle n'a pas eu le courage de le faire. Et je sais qu'elle pensait qu'il fallait effectivement passer aux 35 heures. Donc, elle a fait ça par lâcheté et elle défend cette position par lâcheté, ce qui est grave. Ensuite de ça, et on en a l'explication, la gauche a été tuée par les Verts. Alors,
les Verts, d'ailleurs, l'écologie est une cause que partagent les Français. Les pires ennemis de l'écologie, pour qu'elle soit partagée calmement, ce sont les Verts qui sont dans l'excès permanent. Et Yannick Jadot, à la limite, s'il n'était pas lui-même prisonnier, est quelqu'un de très bien, de construit, économiquement capable de défendre un projet. On l'a reçu aussi et on était impressionnés. Simplement, là aussi, il est tiré vers le bas, parce que c'est être tiré vers le bas, que d'avoir ces Verts qui sont des extrémistes, des idéologues et qui ne sont pas là pour le bien de la planète. Donc c'est ça la vraie problématique de gauche. La question c'est est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Est-ce qu'elle fera alliance avec Jadot? Arnaud Benedetti, oui, vous vouliez continuer sur Non, enfin bon, Anne Hidalgo. On comprend les raisons du choix du Parti socialiste, même si je pense que ce n'est pas un choix qui était un choix efficient et pertinent électoralement. Elle est maire de Paris et elle a l'expérience d'avoir finalement permis de conduire une majorité de gauche où les Verts sont partie intégrante de cette majorité. Le problème du PS aujourd'hui, si vous voulez, qui n'est pas seulement le problème d'Anne Hidalgo, c'est que le PS était en mesure, in fine, de pouvoir conduire la gauche lorsqu'il était dominant et hégémonique. Il ne l'est plus depuis maintenant 2017 et il se trouve finalement concurrencé à la fois par les écologistes et puis aussi par la France insoumise de monsieur Mélenchon. Pour les classiques du Parti socialiste, Madame Hidalgo, elle avait 3 qualités. Outre le fait, bien sûr, d'être une femme, ce qui quand même, pour le Parti socialiste, constitue, disons, un moyen de montrer qu'il n'est pas seulement un parti de leaders masculins, c'était justement cette expérience à la mairie de Paris. Alors, on peut bien évidemment largement discuter de son bilan, et je suis le premier à être critique sur son bilan en tant que maire de Paris, mais son bilan politique, c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire tenir un alliage qui est un alliage assez compliqué entre, d'un côté, la social-démocratie et les Verts. Ça, c'était, je pense, un élément qui a été essentiel. Troisième point, si vous voulez, la candidature d'Hidalgo, elle est révélatrice de la dérive sociétale de la gauche. La gauche a abandonné le social depuis maintenant une quinzaine d'années, notamment sous l'influence du fameux think tank Terra Nova. Elle ne fait plus que du sociétal et de l'environnemental. Donc Anne Hidalgo, elle représente véritablement de manière presque minérale cette offre politique. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, et qui est très étrange, c'est que plus la gauche perd pied dans l'opinion, plus elle se réfugie dans des solutions qui finalement lui font encore plus perdre pied dans l'opinion publique. Et c'est ça qui est quand même assez étrange. On a l'impression d'avoir un suicide collectif de la gauche aujourd'hui. Et quand on regarde d'ailleurs les études d'opinion, elles sont tout à fait révélatrices. La gauche aujourd'hui est à un étiage entre 25 et 28%. Encore une fois, ça la ramène au score de la gauche en 1969, Parti communiste et Gaston Defferre, c'est-à-dire aujourd'hui l'échec collectif des partis de gauche. Bon, on verra, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé à Savigny-le-Temple et à Nantes ce week-end. Donc à Savigny-le-Temple, ce sont des tags qui ont été retrouvés dans le hall d'un immeuble. On ne sait pas exactement de quand ils datent, mais en gros c'est un tableau de primes qui invite à couper la tête d'un policier, violer une policière pour 500 000 €, rafaler la police à coups de Kalachnikov, etc., etc. Une enquête a été ouverte et puis à Nantes, on a pu voir les images des centaines d'antifas qui s'en sont pris à la police en marge d'un meeting d'Éric Zemmour. Qu'ils étaient là pour manifester contre la venue du polémiste. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'interpellation. Pourtant, on voit ces images très violentes d'un homme cagoulé qui fonce dans une voiture de police. Et j'ai l'impression d'avoir fait ce débat déjà des dizaines et des dizaines de fois, qu'il n'y a aucune solution qui est réellement apportée. Alors le ministre de l'Intérieur dit que c'est parce qu'on dérange les dealers. Moi j'ai été interpellée aussi ce matin par un article dans Le Parisien qui se terminait par l'interview du président d'Habitat 77, donc qui s'occupe de logements sociaux. Et alors ce monsieur dit il faut faire en sorte que les locataires puissent accéder à leur domicile sans avoir à montrer leur pièce d'identité à ceux qui occupent ces cages. Ces personnes doivent vivre sereinement. Non mais vous vous rendez compte quand même où on en est. C'est-à-dire que ce sont des situations qui sont connues
Et effectivement, à 5 mois des élections, d'un seul coup, ça s'agite. Bertrand Soubelet, spécialiste du maintien de l'ordre, en tout cas de l'ordre, ce débat, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est le même, l'État impuissant, il n'y a pas d'arrestation, il y a encore je suis très longue dans ce que je dis, mais c'est vrai que c'est un sujet que je trouve absolument invraisemblable et très grave. Bertrand Soubelet. Cette situation, elle perdure depuis très longtemps. Moi-même, devant l'Assemblée nationale, en décembre 2013, je l'avais évoqué. Et on sait exactement comment ça s'est terminé. Parce que lorsqu'on dit les choses telles qu'elles sont, c'est pas forcément toujours très bien accueilli. Mais vous savez, les forces de sécurité sont prises pour cible depuis très longtemps. Oui, je sais. Les chiffres sont à peu près constants. Vous avez environ 60 000 agressions de policiers et de gendarmes par an, ce qui fait exactement à peu près 160 par jour. Et ce que la presse relaie, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en réalité, il y en a partout, dans toute la France. Si on devait relater tout, je pense que ça prendrait l'essentiel de tous les journaux télévisés. Et c'est pas possible, bien entendu. Mais nous avons quand même un vrai problème de fond en France. Parce que dans tous les autres pays d'Europe, dès qu'un membre des forces de sécurité est agressé, les sanctions sont exemplaires et systématiques. Aujourd'hui, chez nous, on a une espèce de réaction bizarre où ce sont les forces de sécurité qui sont suspectées de ne pas avoir fait correctement le travail pour que la situation en arrive à ce point-là. Non mais franchement, si on continue comme ça, ça va être de pire en pire. Donc en réalité, si vous voulez, le problème de fond, c'est que, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les maires, même les gardiens de prison, ne sont pas assez juridiquement protégés face à la délinquance violente. Tant que nous en serons là et que nous resterons à ce point-là et que les politiques feront la sourde oreille et feront la politique de l'autruche, eh bien, évidemment, ça n'avancera pas. Nous sommes dans une situation extrêmement critique. Si le monde doit s'écrouler à midi, il est midi moins une. Donc, je pense qu'il est temps de faire quelque chose. J'ai déjà théorisé tout ça. J'ai déjà écrit maintes et maintes fois sur ce qu'il y aurait lieu de faire et sur les procédures qu'il faudrait employer. Mais manifestement, les hommes politiques n'ont pas le courage de les mettre en œuvre. Je crois. Alors, attendez, juste, je ne sais pas si vous avez vu aussi ce week-end à Lille, un homme qui menaçait dans le métro de commettre un attentat à la gare de Lille-Flandre a été remis en liberté après une erreur juridique et je précise qu'il avait menacé de mort les policiers et leurs familles. Yves Damécourt, alors attendez, Yves Damécourt, vous a pas beaucoup entendu. Écoutez, moi je trouve que dans un pays où une candidate à l'élection présidentielle traite un autre candidat de guignol et les journalistes de débiles devant toute la France, dans un pays où le syndicat de la magistrature affiche le mur des cons avec le président de la République, avec un certain nombre d'autres personnes, dans un pays où finalement les gens qui sont censés montrer l'exemple ne montrent plus l'exemple, il ne faut pas s'étonner si derrière tout ça part à volo. Donc je crois que Bertrand Soubelet avait fait des propositions très, très structurées sur la façon dont l'État pouvait agir en mettant sous tutelle un certain nombre de quartiers, en prenant la main sur un certain nombre de quartiers. Récemment, David Lisnard, qui est président de l'Association des maires de France, a proposé aussi que l'on renforce le statut des maires et des élus face à cette violence. Et donc aujourd'hui, toutes les propositions sont sur la table. Et donc sur ce sujet-là, comme sur d'autres, comme sur les sujets environnementaux, ce dont on manque, c'est de courage. Et donc aujourd'hui, les solutions sont connues, il faut agir. Et donc voilà, il faut de la sévérité et Bertrand a raison. Je voulais juste ajouter que je voulais exactement dire ce qu'a dit Yves Damécourt, c'est dans un pays où il y a le mur des cons, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ce type d'affichage. Mais ce qui est très grave, c'est effectivement que je ne vois pas comment l'État, comment même un nouveau président de la République va être capable de gérer cette situation. Parce qu'il faut tout faire ensemble. Comment est-ce qu'on réforme la justice? Comment est-ce qu'on fait que le voyou qui est envoyé devant le tribunal soit relâché instantanément? Comment est-ce qu'on aménage des peines qui sont insuffisantes? Quand on touche à un cheveu d'un gendarme ou d'un policier, on devrait avoir une peine incompressible. Oui, mais là, on est au-delà. Là, on parle de violence. Oui, mais on parle des violences urbaines. On se demande. Oui. Ben, c'est ça, parce que dernier point, Valérie, je trouve quand même aussi, on le dit là, et c'est le talent de cette émission et le vôtre, mais la presse est toujours du côté
toujours du côté des agresseurs. Des agresseurs. Pas tout le temps, quand même. Oui. Quand même, on n'arrête pas sans arrêt de parler de violence policière. Ça a fini par gagner le sentiment, on n'ose pas trop défendre le flic. Mais il y a une sorte de paralysie de la police, hein, la peur de la bavure, la peur. Alors, je sais que beaucoup vont nous dire qu'il y a eu des violences. Arnaud Benedetti, quoi faire Il n'y a pas de police. Non, mais il y a quand même. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'en effet, comme le disait Bertrand, les solutions. D'abord, le constat, il est fait depuis des années. La montée en puissance de zones de non-droit. Ça ne date pas des réseaux sociaux, ça ne date pas des chaînes info. C'est quelque chose que l'on a vu poindre dans le paysage français depuis presque 3 décennies, voire plus même. Donc, c'est pas un phénomène qui est fondamentalement nouveau, sauf que, en effet, on a le sentiment que ça s'amplifie et que le problème est de plus en plus difficile à traiter parce que tout simplement, on est face à un phénomène d'amplification et puis aussi d'organisation. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, dans les nouveaux modes de délinquance, notamment liés au trafic de drogue, c'est qu'on voit qu'on a une structuration presque très professionnelle finalement de ces bandes qui se divisent le travail, qui s'approprient un territoire, qui mènent une guérilla psychologique contre les forces de police. Parce que ce qui est quand même assez frappant avec ces graffitis, c'est qu'il s'agit de faire peur aux forces de l'ordre, de leur dire attendez, ici vous n'êtes pas chez vous, c'est nous qui sommes propriétaires de ce territoire, c'est nous qui finalement faisons la police entre guillemets dans ce territoire et qui décidons ce qui doit en être. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans un phénomène de sécession en la matière. Mais si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est que aujourd'hui, on dit très souvent la droite a gagné la bataille intellectuelle. C'est vrai qu'elle a gagné d'une certaine manière la bataille culturelle. Mais continue à persister dans ce pays, malgré tout, un mode de pensée dominant parmi les élites. Enfin, en tout cas, parmi une partie des élites qui vraisemblablement empêche cette bataille culturelle qui a été gagnée sur la question de l'autorité, parce que quand on regarde quand même tous les sondages, on voit que les Français sont favorables à un rétablissement de l'autorité, à des actions fermes, mais on voit que quand même, parmi un certain nombre de catégories des élites, il y a encore, disons, des verrous qui subsistent et qui n'ont pas été, disons, déverrouillés par les politiques quand ils sont au pouvoir. Monsieur Darmanin peut tous les jours nous faire des déclarations de fermeté, nous dire qu'il va rétablir l'autorité de l'État, qu'il sera sans concession face aux voyous. La réalité, tous les jours, vient infirmer son discours. D'où ce sentiment d'impuissance du pouvoir et d'impuissance générale d'ailleurs du politique. Et je crois que c'est ça le fond du problème aujourd'hui. Oui, tout à l'heure, Arthur Laborde à midi recevra Alexis Deprot qui a écrit Le droit face à la terreur aux éditions du Cerf, donc il reviendra sur ces questions de défense et de sécurité. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler des chasseurs avec vous. À tout de suite. On est ensemble sur Sud Radio en direct en ce 1er novembre. Faut-il interdire la chasse le week-end et les vacances scolaires ? C'est le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, Yannick Jadot, qui vendredi soir a affirmé vouloir interdire la chasse les week-ends et les vacances scolaires. Évidemment, cela fait beaucoup réagir. Il a évoqué les nombreux accidents de chasse qui touchent les particuliers. C'est vrai que ce week-end, 2 personnes ont été victimes de chasseurs. Le président de la Fédération nationale des chasseurs lui a dénoncé une attaque en règle d'une pratique ancestrale. Je pense que ceux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble, mais c'est vrai que c'est un débat qui perdure. Alors, est-ce que c'est de la démagogie de la part de Yannick Jadot qui sait que ça va être extrêmement compliqué ? Il y a eu 6 accidents mortels en une saison. Est-ce que c'est un enjeu de la présidentielle, Yves Damécourt, vous qui êtes présent dans les territoires ? Alors oui, c'est un enjeu de la présidentielle. Les récentes annulations, interdictions des chasses traditionnelles, les manifestations qui ont eu lieu au mois de novembre un petit peu partout en France, les manifestations qui vont avoir lieu au mois de mars, juste avant la présidentielle, à l'appel des chasseurs, du mouvement de la ruralité, d'un certain nombre d'autres organisations. Donc oui, ça va peser forcément dans l'élection présidentielle. Il y a 1 million de chasseurs en France et donc c'est important. C'est des gens qui vivent cette passion et donc... Parce que la chasse n'est pas un métier, et donc c'est une passion. Et donc généralement, on l'exerce le week-end et pendant les vacances. Donc si on interdit la chasse pendant les vacances et le week-end, ça veut dire qu'on veut tout simplement interdire la chasse. Alors revenons un petit peu sur les chiffres des accidents de chasse, parce qu'en fait, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits depuis 20 ans.
les accidents de chasse ont baissé de 40%, les accidents mortels de 70%. En 2019-2020, c'était 11 accidents mortels, dont un non-chasseur. Donc, vous voyez, c'est des chiffres quand même qui sont raisonnables. Alors, il y a plein de progrès à faire dans la sécurité, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, quand un jeune passe son permis de chasse, il a des exercices de maniement des armes, etc. Moi, quand j'ai passé mon permis de chasse il y a 30 ans, il n'y avait rien de tout ça. C'était simplement des questions-réponses, des diapositives. On répondait oui, non, peut-être. Mais il n'y avait pas d'exercice pratique sur la sécurité. Et donc, tout ça fait énormément de progrès. Et il y a aussi 40 000 accidents de la route avec des animaux sauvages chaque année. Vous voyez, comparé aux 300 accidents de chasse, c'est énorme. Et donc, si les chasseurs ne font pas leur travail de régulation, notamment des grands animaux, eh bien, ça posera d'autres problèmes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Rome avec les sangliers qui viennent manger les poubelles parce que la maire écologiste a interdit la chasse autour de Rome. Mais au-delà des accidents mortels, il y a aussi un rejet de plus en plus important par rapport à l'écologie. C'est-à-dire que les gens veulent se promener en forêt sans avoir peur. Donc, est-ce que, comme le dit Stéphane, comme au Québec, il y a des territoires de chasse avec des pourvoiries, les gens ne dépassent pas des limites, en fait. Il faudrait faire des zones de chasse, parce que c'est vrai que aujourd'hui il y a tout ce qui est la forêt tout ce qui est la forêt privée, c'est privé, donc il n'y a pas de promenade dans les forêts privées. Ensuite, ils traversent les jardins. Pour des gens qui sont en Normandie, vous racontent que des chasseurs passent allègrement traversent les propriétés, les terrains. Alors, ça, il y a des règles très strictes, hein. On n'a pas le droit de chasser à plus de 300 mètres d'une maison. Ensuite, il y a le sujet des ACCA et des droits de chasse en fonction de la taille des propriétés, la loi Verdeil. Enfin, tout ça est très réglementé. Et donc, ce qu'il faut, c'est punir les gens qui contreviennent aux règles. Mais interdire la chasse sous prétexte qu'il y a des accidents, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est très franco-français. À chaque fois qu'on a un souci, ça devient un sujet médiatique et on interdit. Et à force d'interdire tout, voilà, ça devient très problématique parce que c'est quand même aujourd'hui une activité très. D'abord, c'est une activité qui passionne 1 million de personnes. Voilà. Bertrand Soublet. Oui, moi je suis sur le même portage que Yves. J'habite le sud-ouest, une merveilleuse région au Pays Basque où la chasse est pratiquée de manière traditionnelle. Et Dieu merci, il y a très très peu, ou pour ainsi dire pas d'accidents. Mais il a raison, Yves, quand il dit que interdire ne résout rien. C'est une fâcheuse tendance que nous avons dans notre pays. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, on interdit. Si on devait interdire la circulation parce qu'au motif qu'il y a des accidents de la route, comme il disait, on va mettre tout notre pays sous cloche. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Alors évidemment, il faut progresser, il faut analyser, il faut comprendre, il faut regarder comment on peut améliorer les choses et éviter tous ces accidents à l'avenir, mais jamais on évitera la faute humaine. Elle arrivera toujours, quelles que soient les dispositions que l'on va prendre. Il faut savoir l'accepter. Nous sommes dans une société dans laquelle beaucoup de personnes pensent qu'il doit y avoir zéro risque. Je suis désolé, mais la vie, ça n'est pas zéro risque, y compris pour la chasse et pour le reste. Il faut savoir l'accepter. Et au nom du principe de précaution que nous avons mis dans la Constitution à tort, à mon avis, on a mis dans l'esprit des gens qu'on pouvait vivre sans aucun risque et on pouvait légiférer, réglementer pour qu'on ne vive jamais aucun risque. Ça n'existe pas. Mais c'est au-delà de ça. Et je trouve que le débat que mène Jadot, il devrait être au-delà des accidents. Il y a un vrai débat de société sur le bien-être animal, sur la nature. Arnaud Benedetti. Oui, mais ça traduit, si vous voulez, le clivage entre l'électorat hyper urbain que veut représenter d'une certaine manière Yannick Jadot et l'électorat et la France rurale. Voilà. Moi, je suis frappé. En effet, c'est très hypocrite de sa part parce qu'il sait très bien que s'il interdit la chasse les jours fériés et les week-ends, plus personne ne va chasser puisque la chasse est par, j'allais dire, construction, une activité de loisirs et de divertissement. Bon, alors après, c'est vrai que je pense qu'il y a aujourd'hui une opinion publique qui, malgré tout, a changé sur ces questions. Moi, je suis pas du tout hostile à la chasse, c'est pas le problème, mais force est de constater, quand on regarde des études d'opinion, on a une majorité quand même de nos compatriotes qui sont réservés, voire hostiles à la chasse. Donc, il y a bien évidemment derrière les propositions de Yannick Jadot, disons, une volonté de draguer un électorat qui est aujourd'hui plutôt majoritairement, en tout cas, réservé quant à cette pratique. Sophie ?
Oui, c'est compliqué parce que effectivement, on va dans le sens de tout ce qui est émotionnel et nous sommes dans le règne de l'émotionnel. Donc la chasse, c'est les méchants, les enfants d'ailleurs sont tous contre la chasse, c'est les méchants qui tuent les animaux, etc. Et on ne va jamais dans ce qu'il y a de positif dans la chasse, qui est quand même une activité terriblement réglementée, que les chasseurs paient d'ailleurs pour la protection de certaines espèces, que ils ont c'est délimité, c'est-à-dire que vous avez le droit de chasser tel type d'oiseaux ou d'animaux à tel moment. Vous avez même des devoirs lorsque par exemple s'il y a trop de sangliers, on doit effectivement en abattre. Donc il y a un rôle utile de la chasse, mais il est plus possible d'avoir des arguments un peu sensés, un peu objectifs. Oui, par contre, il faut protéger absolument certaines espèces. Oui, il faut punir si on défend. Mais, je suis d'accord, mais c'est comme le reste, c'est ce que nous dit un auditeur sur Facebook, c'est-à-dire que c'est un peu comme les vélos sur les trottoirs, c'est que personne ne contrôle, il n'y a pas vraiment de sanctions si vous enfreignez la loi. On est dans une humanité où on ne peut pas dire que c'est l'État qui contrôle. On a complètement nié la responsabilité individuelle. C'est vrai qu'il y a une responsabilité très importante, y compris d'ailleurs, et Dieu sait si je pense que cette ville est mal gérée à Paris, y compris Anne Hidalgo n'a pas tort quand elle dit que les Parisiens sont extrêmement sales. Quand vous voyez ce qui se passe devant une poubelle le lundi matin, alors que c'est épouvantable. Donc oui, nous avons une responsabilité individuelle. Ensuite, je voudrais poser une question. Je crois que la chasse est déjà interdite le dimanche. Non, je crois pas. Je sais pas. Évidemment, vous le savez. Non. Après ça, il y a des... Après ça, il y a des mesures locales en fonction des endroits. Vous avez des départements qui prennent des arrêtés, des préfets qui prennent des arrêtés. Vous avez aussi des bois qui sont la propriété de l'État et qui prennent des arrêtés particuliers, des communes qui prennent des arrêtés. Et donc, en fait, voilà, tout ça est géré localement. Donc, c'est encore une volonté de vouloir tout décider depuis Paris et tout ça est aberrant. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. C'était très intéressant, passionnant. Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous allez retrouver Arthur Delaborde qui reçoit donc Alexis Depro, qui est docteur en droit public, spécialiste des questions de défense et de sécurité et qui a publié Le droit face à la terreur aux éditions du Cerf. C'est à suivre sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. À demain.